Maintenant, nous allons désormais traiter de l'aspect autobloquant de l'UE. Et on le voit par l'intermédiaire de l'article 48 du TUE. Ce dernier nous dit que les traités, on peut les modifier. Et que la Commission, le gouvernement ou le Parlement européen peut présenter des projets de modification. Ah voilà, on sait déjà ça. Sauf que, dans le cas de la procédure de révision ordinaire, les modifications ne peuvent entrer en vigueur que si elles ont été ratifiées par tous les États membres. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il faut l'unanimité pour que ce soit ratifié. Et dans le cas de la procédure de révision simplifiée, le Conseil européen doit statuer à l'unanimité pour que ça passe. Retenez très bien le mot unanimité. Alors certes, dans la partie 7 de cet article, on nous dit que lorsque le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le titre 5 du présent traité prévoit que le Conseil statue à l'unanimité dans un domaine dans un cas déterminé, le Conseil européen peut adopter une décision autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée dans ce domaine ou dans ce cas. Alors, certes, on nous dit qu'on peut contourner l'unanimité pour prendre la majorité qualifiée. Sauf que le problème, c'est que le présent alinéa ne s'applique pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense. Voilà. Sauf que, on nous dit au 4e alinéa de cette partie 7, que pour l'adoption de décisions visées au 1er ou 2e alinéa, le Conseil européen statue à l'unanimité après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent. Donc voilà, c'est-à-dire que dans le cas de la procédure de révision ordinaire, on doit forcément passer par l'unanimité, et dans le cas de la procédure de révision simplifiée, on doit passer par l'unanimité, ou si on veut contourner l'unanimité lors du vote des mesures, on doit voter le contournement de l'unanimité du vote des mesures à l'unanimité. Vous avez compris ? Bon, en gros, je vais faire simple, on doit forcément passer par un vote à l'unanimité pour modifier les traités. Modifier les traités nécessite forcément, à un moment ou à un autre, l'unanimité des États membres. Et là où ça pose problème, c'est que au sein de l'UE, il n'y a pas de véritable cohésion. On est culturellement très différents. Il y a des différences irréconciliables entre les différents pays, rien qu'entre la France et l'Allemagne. J'ai à ce sujet pas mal traité de ça dans mon article sur le triangle de Lewis. On est culturellement positionnés très différemment. Entre la France et l'Allemagne, il y a pas mal de différences. Certains conflits suivent des lignes de démarcation culturelle. Par exemple, en Ukraine. En Ukraine, le côté pro-ukrainien, c'est le côté ouest et pro-ukrainien parle majoritairement ukrainien, et le côté pro-russe, il parle majoritairement russe, voire il y a voire quelquefois une forte minorité, voire majorité de personnes y habitant qui appartiennent au peuple russe. Majorité, c'était le cas de la Crimée, par exemple, qui a d'ailleurs rejoint la Russie. Donc voilà, ça montre que dès qu'il y a de fortes disparités culturelles, ça signifie qu'au moindre conflit, ce dernier risque de se retrouver catalysé par ces différences culturelles et suivre des lignes de démarcation culturelle. Au sein du UE, donc, on est des pays très différents. Il n'y a pas de véritable cohésion, il n'y a pas de véritable volonté commune. Il n'y a pas une culture européenne, mais des cultures européennes. Ça fait que du coup, on n'a pas la même vision des choses, on n'a pas la même vision de la politique, on n'a pas les mêmes moyennes de préférence, et le fait d'obtenir un consensus sur des sujets cruciaux, touchant l'économie, la géopolitique ou autre, c'est quasiment inimaginable. Ça demande des efforts tels que c'est limite pas vraiment humain d'arriver à cela. Ce que ça veut donc dire, c'est que l'unanimité, dans le cadre d'une organisation juridique supranationale qui
ne possède pas de cohésion en son sein, ça aboutit à un effet autobloquant. Unanimité, ça veut dire au moins un veto, et ça passe pas. Ou alors, il faut que le facteur lobby intervienne. C'est-à-dire, si une modification de traité va dans le sens de beaucoup de puissants lobbies, ces derniers vont faire tourner la planche au trafic d'influence qui est légalisée au sein des institutions de l'UE, comme j'en ai parlé dans mon article, pour amener un consensus. Alors que si une modification ne va pas aller dans leur sens, ils auront juste à obtenir un veto pour que ça soit complètement bloqué. Donc voilà, ça signifie que l'UE elle a évolué vers quelque chose qui ne peut pas être réformé. Donc ça signifie que toutes ces promesses d'autre Europe, d'Europe sociale, en changeant les traités, c'est impensable à échelle humaine. C'est bien plus simple pour mener la politique qu'on veut, c'est bien plus simple de sortir de l'UE au final. Moi je dis pas que ça sera ultra facile, il y aura quand même des difficultés, mais c'est quand même plus simple de faire un Frexit que de tenter de réformer l'UE. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. De toute manière, avec l'UE, c'est fondamentalement une erreur. L'UE, c'est fondamentalement de la merde. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est de créer une cohésion par les institutions, là où il n'y en a pas. Le problème, c'est que la cohésion ne peut émerger que par les gens eux-mêmes, que par des volontés communes et réciproques. Les institutions ne peuvent qu'acter dans le droit un processus de convergence culturelle abouti. Mais elles ne peuvent pas forcer ce processus, sinon ça aboutit juste à l'inverse, c'est-à-dire à des dissensions, à des conflits internes, comme ce qu'on voit en ce moment, rien que sur les travailleurs d'État, rien que sur la modification de la directive travailleurs détachés, il y a eu énormément de... Il y a eu pas mal de conflits, certains pays avaient refusé des modifications pourtant mineures. C'est surtout là qu'on se rend compte, comme j'y reviens plus en détail dans mon article, que l'UE ne promeut pas la paix ou la solidarité, au contraire, elle ne fait amplifier des conflits internes, sans que ça tourne à la guerre militaire, bien sûr, mais ça se matérialise par des tensions, la concurrence, de la concurrence, des dissensions. Ça fait que du coup, il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas de véritable paix. Il y a une paix militaire, certes, c'est sûr, mais pas une véritable paix tout court. Et d'ailleurs, comment parler de solidarité, de coopération, alors que l'UE demande, comme on l'a vu dans une partie précédente, la création d'un espace ultra concurrentiel où la libre concurrence et le libre-échangisme priment. Comment parler de coopération et de solidarité si l'UE veut avant tout créer un espace de compétition, de concurrence ? C'est un non-sens. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que le budget européen, alors non seulement est largement insuffisant pour faire converger, surtout face aux inégalités causées entre autres par l'euro, via les politiques de dévaluation interne que cela entraîne. Non seulement ce budget européen ne suffit pas du tout à faire converger, loin de là, il y a toujours des inégalités énormes, mais en plus, vu que le but de l'UE c'est avant tout de mettre les pays en concurrence et de faire du libre-échangisme, cela signifie que ce budget ce n'est pas vraiment une preuve de solidarité, de cohésion, mais plutôt une tentative insuffisante d'essayer de niveler la concurrence entre les différents pays. Au final, ce n'est pas une marque de solidarité et de cohésion. Ce budget européen, c'est plutôt une marque d'ajustement concurrentiel. On va donc désormais bientôt pouvoir conclure.